Mon frère était une personne hyper souriante et qui croquait la vie à pleines dents. Cet assassin avait parlé de ce projet de tuer un des jeunes. La mort de mon frère aurait pu être évitée, mais la police ne va rien faire. Je suis Assetou Cissé, la grande sœur de Mahamadou Cissé, qui a été assassinée le 9 décembre 2022 par notre ancien voisin, ancien militaire harki de l'armée française. On est en plein mois de décembre, en plein Coupe du Monde. C'était le match du Portugal et du Maroc. Ce jour-là, il est sorti en disant à ma mère qu'il allait voir le match de foot. Avant le coup d'envoi, il décide de faire un saut en bas du quartier, là où on avait vécu près de 20 ans. Avec ses amis, il discutait. Il faisait très froid, donc il décide de se réfugier à l'intérieur dans le hall d'immeuble. Et ils ont continué leur discussion. À ce moment-là, vous avez notre voisin du rez-de-chaussée qui entre dans l'immeuble et qui leur demande de quitter les lieux. Mon frère et ses amis s'exécutent, ils sortent de l'immeuble et ils continuent leur discussion à l'extérieur. Ce voisin rentre chez lui. Il revient les voir à une première reprise en leur demandant de complètement quitter le quartier et qu'il ne souhaitait pas les voir en bas. Et donc il leur dit tout simplement qu'ils ne faisaient absolument rien de mal et qu'ils étaient juste en bas en train de discuter. Il rentre chez lui, il va s'emparer de son arme, ouvrir son boîtier, là, prendre le soin de le charger. Il va le charger de 15 balles. Vous imaginez la détermination qu'il faut pour charger une arme de 15 balles. Et ce n'était pas n'importe quelle arme, ce n'était pas un pistolet, c'était un fusil. M16. Donc il va charger cette arme de 15 balles. Il va ensuite retrouver mon frère et ses amis. Il n'y a aucun danger. Il va s'adresser à eux en leur demandant de quitter les lieux ou sinon il allait leur tirer dessus. Donc il y en a deux qui prennent la fuite, qui ont pris peur, qui se cachent derrière une barricade. Et vous avez mon frère et son ami qui restent face à lui, sidérés et qui essayent de comprendre et de le raisonner. Mon frère lui demande de poser son arme, qu'ils n'étaient pas obligés d'en arriver là et qu'il n'y avait absolument rien de mal dans la situation. Cet homme continue à agresser et pointer son arme vers mon frère et son ami. Mon frère le connaissait, donc il se dirige vers lui, tentant de le calmer et de le raisonner. Il va tirer 2 balles dans le thorax de mon frère. À ce moment-là, mon frère ne connaît pas la détermination de cet homme parce que plus tard, nous avons appris par un témoin, c'était un voisin, que cet assassin avait parlé de ce projet de tuer. Ce projet de tuer un des jeunes. Donc ce voisin n'avait pas pris cette information à la légère, donc il a décidé d'en informer la police. Il va appeler 10 jours avant la police, informer que cet homme est armé, que cet homme a l'intention de tuer, mais la police ne va rien faire. Donc la mort de mon frère aurait pu être évitée. Ce qui s'est passé le 9 décembre aurait pu être évité. Cet homme était connu de la police, cet homme était connu dans le quartier et ce jour-là, 10 jours après, il a tiré 2 balles dans le thorax de mon frère. Il va tirer ensuite sur son ami. Donc par chance, il va le louper, il va tirer en l'air pour tenir en joue toute personne tentant de sauver mon frère. Et ensuite, il va se réfugier chez lui, arme à la main, porte entrouverte, prête à tirer sur n'importe qui. On va retrouver, après dans l'enquête, chez lui, plus de 186 munitions. Un jour ou un autre, cet homme aurait créé un massacre dans le quartier, aurait tué quelqu'un. Et mon frère, finalement, a eu un geste héroïque parce qu'il s'est mis devant ses amis, il a tenté de sauver ses amis, il a tenté de raisonner cet homme, mais en vain. Et c'est comme ça que mon frère va mourir suite à ses blessures. C'était quelqu'un de très protecteur aussi, face à ses amis, par rapport à mes petites sœurs et mes petits frères. Mon frère, il allait tout le temps défendre les gens. C'était quelqu'un qui détestait l'injustice. Mon frère était une personne hyper souriante. Mon frère, c'était quelqu'un de joyeux, qui aimait la vie et qui croquait la vie à pleines dents. Il aimait le foot. Il en a fait quand il était jeune. Il participait à plusieurs tournois. Il avait un projet, c'était de venir à Paris pour s'installer, pour pouvoir faire une école de multimédia, comme l'école Coutrage-May ou l'école de la Cité. Il a fait plusieurs tournages, plusieurs courts-métrages, notamment le film Tirailleurs. Il était assez fier de ce film et c'est ce film qui lui a permis de savoir vraiment quelle était sa voie parce qu'il voulait absolument devenir acteur. Et dans ce film, il a joué le rôle d'un soldat qui meurt sur le front de bataille et dans la vraie vie, il meurt
tué par un ancien militaire. Et ça, en bas de chez nous, là où il est né, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère était né dans cet appartement et malheureusement, il va mourir dans ce quartier, en bas de cet appartement. Suite à cela, le voisin a avoué le crime. Il est poursuivi pour homicide volontaire, détention illégale d'armes, violence avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce qui ne va pas dans notre affaire, c'est qu'après seulement 6 mois de détention provisoire, cet assassin a été libéré. Libéré pourquoi? Moi, je sais très bien que cet homme était soutenu par une milice de l'extrême droite qui s'appelle Place d'Armes, qui a fait pression auprès de la juge, qui a fait pression dans cette enquête, et toute l'enquête est biaisée finalement. Dans cette milice, il y a des policiers, il y a des avocats sympathisants de la cause, mais encore plus grave, des magistrats. Alors quand on a appris la nouvelle de sa mise en liberté, ça ne nous a pas surpris, mais ça nous a quand même choqués, parce que être poursuivi pour homicide volontaire, détention illégale d'armes, violence avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est très grave d'être libéré après seulement 6 mois de détention provisoire. Aujourd'hui, c'est un homme dangereux qui est dehors. Dans le dossier, on nous indique qu'il y a eu une perte de contrôle. C'est pour ça qu'il a tiré sur mon frère. Demain, il peut se retrouver face à des voisins qui font un peu plus de bruit que d'habitude, ou il se trouve à la caisse d'un magasin et que quelqu'un va le doubler. Il va perdre le contrôle, il va planter quelqu'un, il va tuer quelqu'un. C'est grave en fait. Et c'est d'autant plus grave parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qui va à l'encontre de sa détention. Il a vu des psychologues et il n'y a aucun élément qui va à l'encontre de sa détention. On a retrouvé l'arme chez lui, on a retrouvé de la poudre, on a retrouvé toutes les preuves en fait. Et il a avoué le crime, il dit qu'il ne regrette pas. Et le libérer, c'est terrible finalement. Et ça ne nous a pas choqués. D'une part parce que finalement, dans tout le traitement judiciaire qu'il y a eu et médiatique qu'il y a eu autour de notre dossier, nous a fait penser que quelque part, nous allons vivre une injustice. Le fait que le procureur de la République de Reims va justifier, qualifier l'assassinat de mon frère comme un meurtre d'exaspération, comme minimiser les faits. C'est pour cela que dès le début, dès que mon frère était mort, nous nous sommes levés, nous sommes réunis et nous avons créé ce collectif qui est Justice et Vérité pour Mahamadou et réclamer justice auprès de l'instruction. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que notre dossier soit traité avec l'impartialité qu'elle mérite. C'est pas parce que mon frère est une personne noire, racisée, issue de quartiers populaires qu'on va traiter son dossier comme ça. Aujourd'hui, justement, on remet en cause tout ce parti pris de l'instruction judiciaire. C'est pas normal de perdre la vie pour le simple fait d'être soi, pour le simple fait d'être noir, pour le simple fait de se promener dans son quartier. Donc c'est des crimes qui datent des années 70 et aujourd'hui, en 2023, que ce genre de crimes se reproduisent, c'est terrible parce qu'on n'avance pas. Cet assassin a été remis en liberté après la mort de Naël. Et voir que justement des jeunes ont pris 6 mois, 1 an ferme pour avoir pris une canette de Red Bull durant les révoltes et que nous, un assassin, un meurtrier, va prendre simplement 6 mois de détention provisoire après avoir tué un homme, après avoir ôté la vie d'un jeune homme de 21 ans, c'est terrible parce qu'on se dit mais c'est une justice à 2 poids 2 mesures. C'est une décision qui était incompréhensible. En libérant cet assassin, la justice va tuer une seconde fois mon frère, il va tuer toute une famille et va tuer tout un quartier. En septembre dernier, l'assassin a été confronté aux témoins directs de l'assassinat de mon frère et il maintient ses dires, il maintient qu'il ne regrette pas, il maintient que si c'était à refaire, il le referait. C'est d'autant plus grave et terrible pour nous de l'entendre et de le lire en fait dans le dossier parce que cet homme est dehors. Et la justice devrait avoir honte de cette décision. Et moi, j'en appelle justement à M. Darmanin, à M. le Président, M. Macron, à M. Dupond-Moretti. Où est la justice aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait interdire à nos enfants de sortir pour éviter une éventuelle attaque? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une France où le meurtre par exaspération est accepté et entendu? Aujourd'hui, on n'a aucune date d'audience, on n'a aucune date pour la reconstitution, parce que c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait une reconstitution qui doit avoir lieu, et ensuite une date d'audience. Et ça nous inquiète finalement d'arriver à cette date, parce que
Imaginez-vous que cet homme arrive libre au procès. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est pour ça que, justement, je fais cet appel solennel. C'est un temps qui fait que cet homme est toujours dehors et est toujours en liberté et que mon frère, lui, est mort et 6 pieds sous terre, enterré. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas laisser du temps écouler et on demande à la justice, justement, de s'activer et de nous donner une date rapide d'une audience. Aujourd'hui, je ne vis pas, je survis finalement. Et ça, c'est pas moi, c'est toute ma famille. Quand je retourne dans le quartier, je vois que tout le monde est meurtri. Et la seule chose qui nous tient aujourd'hui, justement, c'est mon frère. Et c'est ce combat, c'est cette lutte. Et je pense que lutter nous permet d'avoir encore cette humanité, cet espoir de croire en fait à la justice et de croire que demain sera meilleur.